Bonjour, mon nom est Denis Géina. Je suis psychologue au Centre de psychologie de Varennes. Aujourd'hui, je vais vous parler des défis de vivre en couple lors d'une période de confinement. D'abord, pour situer le contexte, on est en pandémie déjà depuis quelques semaines et c'est une situation qui est considérée comme hors norme. Donc, nos points de repère habituels ne tiennent plus. On a à quelque part à en créer des nouveaux et ce n'est pas toujours évident. Quand on parle de confinement, on parle d'espace aussi. On parle de vivre plus rapproché physiquement et pour certains, c'est un moment qui est plus difficile que d'autres. Peut-être pour illustrer un petit peu la situation en termes d'analogie, peut-être que plusieurs d'entre vous avaient déjà eu l'occasion de faire du camping sous la tente. Qu'on fasse du camping une semaine, 2 semaines, ça peut être agréable quand c'est désiré d'abord. Ça peut être agréable de se coller. Mais quand on est dans une situation où la situation de couple est plus difficile, pour certains, ça va être envahissant, ça va être même étouffant. Et pour ceux qui ont une bonne relation, ça peut être agréable aussi de ce rapprochement-là. Donc, ce n'est pas négatif pour tout le monde, mais certains vont trouver ça plus difficile que d'autres. Les couples qui sont plus proches émotivement ont plus de chances de mieux vivre cette période de confinement, puisqu'ils ont une bonne complicité, puisqu'il y a une bonne communication en général entre eux autres. Pour les autres, une des difficultés qu'on va rencontrer, c'est que la communication va faire défaut. Il y a plus de tensions potentielles, en tout cas, et les émotions vont être exacerbées. Donc, on est plus facilement à vif dans ces contextes-là. Donc, ça risque pour certains d'être un peu plus difficile. Peut-être pour illustrer un petit peu le propos d'aujourd'hui, si on parlait de faire un portrait de la dynamique de votre couple. La question que j'aurais le goût de vous demander, c'est quelle place que vous prenez dans votre couple. Pour ceux qui sont plus visuels, je vous dirais, représentez-vous l'espace du salon à la maison et demandez-vous, dans cet espace-là, quel pourcentage de la pièce que vous occupez. C'est clair que la réponse que vous êtes en train de donner, elle est très subjective. C'est votre perception de la place que vous avez dans cette relation-là. Si je demandais à l'autre conjoint ou à l'autre conjoint quelle place vous occupez, peut-être que la réponse serait différente. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est comment vous voyez dans cet espace-là. Il y a des gens qui, des fois, décrivent la situation comme dans le salon, je longe les murs. Dans le salon, je suis comme en arrière de la tapisserie pour illustrer à leur façon qu'ils prennent très peu de place ou qu'ils ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de place. On peut avoir l'impression que l'autre occupe toute la place, mais la question qu'on peut se demander également, c'est quelle place j'ai le goût d'occuper? On peut s'en remettre à l'autre d'une part, mais d'un autre côté, je peux regarder moi quelle place je vais avoir là-dedans. Je vous rappellerai le grand principe que la nature a horreur du vide. Donc c'est clair que s'il y a un espace que personne n'utilise, il va se remplir, quelqu'un va s'en servir et quelqu'un va l'utiliser. Donc ça se peut que dans ma relation de couple, une des parties prend plus de place parce qu'à quelque part je me suis retiré et que l'autre occupait l'espace pendant cette période-là. Une autre façon de visualiser la relation de couple, ce bon vieux diagramme de Venn que vous avez peut-être déjà vu au secondaire dans un cours de mathématiques. Donc, les deux sphères représentant chacun des conjoints. Et je vais illustrer 3 situations. C'est clair qu'on peut bouger les cercles à l'infini. Là, il y a beaucoup de possibilités. Mais j'illustre ce premier tableau. Voyez la sphère commune au centre. Les lignes se touchent un petit peu plus de l'autre côté, mais très peu. Ce type de relation-là pourrait ressembler à des relations qu'on pourrait qualifier de colocataires. Donc, on habite ensemble. Des fois, les gens vont me dire, ben, on n'a rien en commun. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes amis, on n'aime pas les mêmes choses. Donc, on fait chacun notre affaire, mais on habite ensemble. Alors, c'est un type de relation qui a quand même certains inconvénients, vous en conviendrez rapidement. Il y a des gens qui vont avoir des relations où la zone commune, elle est beaucoup plus importante. Alors, on demeure 2 entités distinctes, mais il y a un espace commun ici qui est partagé. L'espace commun, c'est quoi? Ça peut être d'avoir du temps qu'on partage ensemble. Ça peut être d'avoir de l'intimité qu'on partage ensemble. Ça peut être d'avoir des biens qu'on partage ensemble. C'est à chacun à déterminer qu'est-ce qu'ils ont goût de mettre en commun. Ça peut être des amis qu'on a ensemble aussi. Et à l'autre extrême, on pourrait avoir des cercles qui sont quasi superposés. Et là, on pourrait parler de couples qui sont plus fusionnels.
Donc, un gros nous ici, mais le je s'est perdu en cours de route. Donc, la difficulté, c'est que qui je suis là-dedans, c'est plus difficile à définir parce qu'on fait tout ensemble, tout est commun, il n'y a pas de distinction là, facile à établir. Donc, ça peut être problématique dans certaines relations. Donc, ça a un impact aussi dans ma relation de couple. Si je suis trop près, ça se peut à quelque part que la distance génère trop de stress pour moi, donc j'aime mieux être un nous que d'avoir une partie de jeu qui prend un peu plus de place. Avant la pandémie, rares sont les couples qui passaient 24 heures sur 24 ensemble. Souvent, on avait le travail, des activités, des lobbies, quelqu'un parti faire des courses. Bon, il y a des absences, des retours. Ça permet d'alimenter les conversations au retour. Ça permet d'avoir le goût de se retrouver. Donc, cette distance-là peut être bénéfique pour plusieurs, le fait de pouvoir se retrouver. Alors que quand on est 24 heures sur 24 ensemble, il n'y a pas beaucoup de distance. Là. Tout est commun, on fait les mêmes choses, on peut passer toute la journée ensemble. Donc, pour certains, c'est plus difficile. On pourrait faire un lien avec les retraités. Hein? Certains retraités ont beaucoup de temps ensemble. D'autres vont arriver quand même à se garder des points, des temps à eux pour leurs activités, pour leurs amis. Pensez aux retraités qu'on voit dans certains restaurants où ils vont prendre leur café, entre autres. C'est leur plaisir de la journée ou d'aller voir leurs amis, puis de pouvoir jaser avec eux. Donc, on a à quelque part à faire attention. En confinement, on est beaucoup plus près physiquement et il faut trouver des façons de se protéger à travers tout ça pour protéger son couple. Les crises dans un couple, c'est normal. Je vous dirais, une crise, ce que ça peut avoir de bénéfique, c'est on est obligé de se parler, on est obligé de communiquer, de nommer c'est quoi qui accroche. On pourrait utiliser l'expression crever l'abcès dans certains cas où, à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis à un moment donné, on va le nommer, puis ça va provoquer une crise, mais ça peut être une occasion aussi de se rapprocher. Ça peut être une occasion de grandir comme couple. Donc, ce n'est pas négatif en soi. Quand il y a trop de difficultés de communication, souvent les crises vont éloigner les couples. Les gens vont avoir plus de difficultés à communiquer, ils vont rester chacun dans leur coin. Pensez aux couples qui ont comme dynamique de bouder. Il y a des gens qui vont me raconter des fois en thérapie que pendant 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, ils ne se parleront pas parce qu'ils sont fâchés. Puis au bout de plusieurs jours, ils vont recommuniquer ensemble, mais ils ne reviendront pas sur ce qui a accroché. Donc finalement, on n'a rien réglé, on a juste pris une distance. Ça a apaisé la tension, mais en même temps, on n'a rien réglé. Par rapport à la question du confinement, on a parlé tantôt d'espace. Donc, c'est important de nommer à l'autre notre besoin d'espace. On peut avoir des besoins différents par rapport à ça. Donc, c'est important de dire qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, si j'ai besoin d'aller prendre une marche, est-ce que j'ai le goût d'être à deux ou si j'ai le goût d'être tout seul pour prendre ma marche? Si j'ai le goût, quelque part, de m'isoler dans la chambre pour aller lire ou pour aller faire du télétravail, ça se peut que je veuille être tout seul dans cette pièce-là puis qu'il n'y ait pas des entrées et des sorties là, de l'autre personne ou des enfants. Alors, c'est important de le nommer ça. Dans cette revision de l'espace qu'on a accès, qu'on soit en appartement ou qu'on ait une maison, qu'on ait un sol ou qu'on n'en ait pas, il faut à quelque part voir comment on répartit l'espace. Peut-être des lieux qui vont avoir des nouvelles fonctions, peut-être que la salle à manger va devenir une table de travail, peut-être que même la chambre à coucher va devenir un lieu de télétravail parce qu'il y a une porte, parce que je peux m'isoler puis travailler tranquille. L'espace extérieur, le balcon, la cour, s'il y en a, ça peut être un endroit pour s'isoler, pour aller lire, pour aller prendre un café, pour aller fumer, ceux qui sont fumeurs, pour aller prendre un verre de bière ou de vin si ça me fait plaisir. Alors, il faut que j'identifie comment je répartis mon espace, puis que je le dise clairement à l'autre, puis qu'on s'entende là-dessus. En contexte de crise, comme on vit, on ne vit pas nécessairement en crise, mais on vit en pandémie, puis ça peut provoquer des crises, c'est ce que je voulais illustrer davantage, c'est que ce n'est pas le moment approprié pour prendre des grandes décisions par rapport à l'avenir du couple. Je pense qu'on est fragilisé, plusieurs le sont, et il faut se donner des moments de pause, il faut prévoir peut-être plus de distance dans ce contexte-là, plutôt que de prendre une décision majeure qui pourra avoir un impact pour les prochaines années par la suite. Donc, donnons-nous des chances dans ce contexte-là. Tout peut paraître plus gros dans le contexte. Il faut surveiller, c'est un piège. Parce qu'on est plus émotif, parce qu'on est plus vulnérable, parce qu'on peut être plus anxieux, tout semble un peu plus gros, on peut être à fleur de peau plus rapidement.
Donc, il faut être attentif à ça. Être attentif à la consommation d'alcool et de drogue, c'est aussi un piège, hein? Parce qu'on est tendu, on veut se détendre, fumer, prendre un verre, deux verres, bon, ça fait partie d'un plaisir, mais en même temps, ça peut créer une certaine forme de dépendance. Et si la consommation elle est trop grande, ça ne facilite pas non plus la communication. Si vous discutez avec des gens en état d'ébriété, vous savez très bien qu'à quelque part, ça ne sera pas gagnant à la fin et qu'il y a des chances qu'on ne se rappelle pas trop de ce qu'on a parlé à la fin non plus. Si vous êtes une personne anxieuse, si vous êtes une personne déprimée, ça va teinter aussi votre regard de la situation. Donc, c'est un piège aussi. Donc, si je suis plus anxieux, je vais avoir tendance à m'inquiéter, à anticiper, à projeter, à imaginer des scénarios possibles qui vont arriver, alors que c'est dans ma tête pour l'instant, ce n'est pas la réalité. Si je suis déprimé, ça se peut que je vois tout un peu plus gros, que je vois ça compliqué, que je vois ça négatif. Donc, ça colore beaucoup ma façon de voir les événements au quotidien. Donc, il faut que je me vois aller là-dessus si je suis déprimé, puis que je prenne un certain recul. Ce qui va aider à sortir de ces pièges-là, c'est la communication. Ce qui n'est pas simple, vous le savez. Chacun a sa propre personnalité. On ne vit pas, on ne voit pas les choses toujours de la même façon, donc il ne faut pas perdre ça de vue. C'est important de ne pas toujours essayer de deviner l'autre. Des fois, on connaît l'autre puis on s'imagine que c'est ça qu'il doit penser. Ça se peut qu'on ait raison, mais ça se peut à quelque part qu'il y ait un biais dans notre perception et on est peut-être mieux de demander à l'autre qu'est-ce qui se passe. Une partie qui est de notre responsabilité, c'est d'apprendre à nommer ses besoins. Donc, si je suis en couple, j'ai avantage à communiquer mes besoins à l'autre. Et non pas juste d'attendre que l'autre m'offre telle ou telle opportunité, il faut que je nomme mes besoins. Pour communiquer, il faut choisir des bons moments. Vous le savez, si les enfants sont en train de courir autour de la table, ça ne sera pas gagnant comme situation pour pouvoir discuter. Ça se peut qu'on n'ait pas le goût qu'ils entendent et ça serait préférable qu'ils n'entendent pas, surtout si la situation est délicate. Alors, de privilégier un moment de la journée qui convient aux deux pour faire le point. Si vous essayez de traîner un conflit toute la journée puis que vous le nommez par petits bouts à tout moment de la journée, vous allez vous épuiser. Puis à un moment donné, vous ne vous écouterez plus non plus dans ce scénario-là. Donc, on est mieux de s'asseoir puis de prendre quelques minutes en disant, là, on se garde ce temps-là et on fait le point sur ce qui se passe. Pour que la communication soit efficace, il faut être ouvert à une communication. Ouvert, ça veut dire que j'accepte de communiquer, je vais parler, je vais écouter. Et c'est pas à sens unique, c'est pas un va parler puis l'autre va écouter. Et c'est pas que l'autre dise ce qu'il a à dire, puis après ça, ça va être fini. C'est j'entends l'autre et je réponds à l'autre en échangeant avec l'autre. Mais il faut qu'il y ait écoute à travers tout ça. C'est important. Si vous ne vous écoutez pas, vous ne comprendrez pas plus la position de l'autre à la fin. Soyez attentif à vos émotions. Donc, c'est clair que ça va colorer la discussion. Si vous êtes un rationnel et que tout est dans votre tête et que vous êtes très cartésien, puis vous avez l'impression que des émotions, vous n'en avez pas beaucoup, vous communiquez quand même des choses de vous. Et soyez conscient que dans votre cartésien, vous pouvez échapper dans l'écoute de l'autre, l'émotion que l'autre est en train de vous présenter parce que c'est plus difficile pour vous de comprendre l'aspect émotif de l'autre. Si vous communiquez à l'autre, c'est quoi qui se passe dans votre tête? Vous allez permettre à l'autre de comprendre où est-ce que vous êtes. Et ça va faciliter l'échange entre vous deux parce que l'autre saura dans votre tête qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui vous préoccupe. Alors, ça peut être gagnant comme attitude pour faciliter la communication. Si vous avez des enfants, définissez ensemble le cadre dans lequel vous allez fonctionner avec eux. En période de confinement et de déconfinement, il y a beaucoup de décisions à prendre. Les points de repère, ils sont beaucoup individuels. On nous laisse, comme parents, à décider est-ce que nos enfants vont retourner à l'école, est-ce qu'ils vont pouvoir participer à telle ou telle activité. Il y a beaucoup de responsabilités qui nous sont relayées et nous avons à en discuter ensemble. Plus on va faire équipe comme couple, plus à quelque part on va être satisfait de notre couple. Et au niveau des enfants, c'est gagnant quand les deux parents s'en vont dans la même direction. Prévoir des moments de rencontre, pas juste pour faire des mises au point, pour être ensemble, tout simplement. Pour pouvoir échanger, pour pouvoir écouter la télé, d'avoir des moments d'intimité ensemble, pour pouvoir partager des activités communes, pouvoir planifier des projets communs. Donc, c'est important de valoriser ces moments-là de rencontre. Et c'est important aussi de prévoir des moments où vous êtes tout seul. On est plus proche en période de confinement. Si vous avez besoin parfois d'être dans votre bulle, nommez-le.
trouver une façon de vous distancier pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Nommez-le à l'autre et offrez-vous-le ce temps-là. C'est important. Et si la pandémie devenait une opportunité? Vous le savez, tout va très vite au quotidien. Le confinement, l'avantage qu'il nous procure pour certains, c'est d'avoir plus de temps passé ensemble. Donc, profitez de cette occasion-là pour vous retrouver. Tout va un peu plus lentement. Trouvez du temps pour vous jaser ensemble, pour être pour valoriser votre nous ensemble. Donc, le nous, c'est quelque chose qui se construit, qui se développe. Saisissez cette opportunité-là et prenez soin de votre couple.